Ok, on va pouvoir y aller. Donc j'ai à côté de moi le plaisir d'accueillir Ibrahim Rani, qui est directeur du digital chez Serge Blanco et qui va nous parler de comment éradiquer la rupture on et offline grâce au cross-canal. Ibrahim, à toi de jouer. Merci, bonjour à tous. Alors on va parler un petit peu de lutte contre la rupture aujourd'hui. Alors forcément, le domaine que je maîtrise un peu, c'est le e-commerce de mode. Je ne connais pas du tout la proportion e-commerçant, mode ou pas. On y reviendra après. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre en toute humilité, bien sûr. Alors, je fais un rapide retour sur la marque Serge Blanco. C'est une marque qui a 25 ans, donc c'est pas une marque toute jeune. Et c'est assez important pour nous de rappeler ce qu'est la marque. Alors, Serge Blanco n'est pas à la tête de la marque Serge Blanco, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes. C'est simplement en 92, Jean-Jacques Lobby qui, sur une poignée de main, s'est lancé dans la création de cette marque-là. Serge Blanco a naturellement accepté et on est sur un fonctionnement de licence d'exploitation de la marque depuis 25 ans. Et donc c'est une marque familiale gérée par les enfants de Jean-Jacques Lobby depuis 2010. Ensuite, le groupe LBY est né en 2012 parce que le groupe a créé des marques différentes pendant quelques années. On s'est recentré sur la marque Serge Blanco et des projets verront le jour dans les années à venir, d'autres lignes, pourquoi pas d'autres marques. On n'y est pas du tout fermé et on se développe depuis peu aux États-Unis. On accélère très fort au Japon puisqu'on a la chance de pouvoir annoncer un partenariat avec le groupe Isetan, qui est un petit peu l'équivalent des galeries françaises. Donc c'est un honneur pour nous et on est assez excités. Donc voilà un petit peu pour la marque Serge Blanco, 75 boutiques exclusives, environ une trentaine de magasins indépendants et une quarantaine de franchisés, 300 multimarques, 400 maroquiniers, et deux flagships, un à Paris, à Opéra, si vous êtes déjà passé devant, et un à Toulouse, qui est un petit peu le berceau de la marque. Et ça, c'est important pour moi, rappeler aux gens ce qu'est la marque Serge Blanco. Je suis sûr que ça vous évoque le polo bien lourd, bien brodé, du papa qui habite à Biarritz. J'imagine que ce garçon ne vous évoque pas ça du tout. On est sur une collection qui a été complètement repensée il y a déjà quelques années pour proposer à l'homme moderne, urbain, qui a envie de porter des vêtements dont les coupes sont agréables, avec de belles finitions, de jolis détails qu'on a envie de montrer ou pas, qu'on a envie de vivre. Donc c'est intéressant pour moi de vous montrer ce qu'est la collection, le message qu'elle envoie et ce qu'on peut ressentir en portant nos vêtements. Et cette campagne, donc c'est la campagne printemps-été actuelle qui a été shootée à Tokyo. Donc voilà, c'est important pour moi de vous montrer quelques visuels de la campagne et en espérant que vous ressortirez d'ici en ayant une idée différente de ce que vous pensiez de Serge Blanco. Sergeblanco.com, puisque c'est un petit peu ma partie. Je m'occupe du digital pour la marque, principalement l'animation du business online, mais aussi la digitalisation de nos magasins, l'omnicanal dans sa généralité, toute l'acquisition bien sûr, bref, tout le digital pour la marque. Donc, 2017, on termine à 3 millions d'euros, sachant que on est sur un très joli rythme à notre échelle. On reste une petite marque, 75 boutiques, 50 personnes au siège, 220 dans le réseau. On est loin des géants du web, mais en tout cas, on connaît une très très belle vitesse de croissance. On était à 600 000 euros il y a 2 ans. On fait 1 million d'euros à peu près chaque année en plus sur le web. Le e-commerce devient le vrai centre de gravité de la marque. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois. 60% de croissance de trafic, puisqu'on investit bien sûr énormément sur ces sujets-là, 10 millions de pages vues. On est sur un petit 2 millions de visiteurs par an. Hein. Ça reste le trafic connu par 4-5% des e-commerçants français. Et on est à 1000 références à peu près par saison. Références modèle couleur. Hein. Alors, aujourd'hui, on parle de cross-canal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas qui est exposé au cauchemar de la rupture, que ce soit
on et offline, ça reste notre hantise aujourd'hui. Dans un contexte ultra concurrentiel, aujourd'hui, quand on arrive à capter l'attention d'un internaute, d'un potentiel client, ne pas pouvoir mettre en face de cette intention d'achat ou en tout cas de cet intérêt pour la marque, le stock qui va bien, c'est le cauchemar pour nous, d'autant plus s'il existe quelque part. Et on a souffert en 2016 de ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'on investissait dans les campagnes d'acquisition, on lançait des collections capsules qui intéressaient énormément les hommes et surtout les femmes, puisque en fait on s'en est rendu compte en 2016 quand on a lancé une campagne à destination des filles qui s'appelait Cocotte et qui a beaucoup plu, des suites super sympas, et en fait on excitait notre audience, on arrivait à les attirer sur le site et nos produits étant dispatchés dans nos magasins, l'entrepôt web était complètement vidé de ses stocks et donc on avait un client qui nous a coûté de l'argent puisqu'il faut l'acquérir ce client et qui repartait frustré, potentiellement détracteur de la marque, et c'était un peu le cauchemar. L'idée du coup, c'était de partir de ce constat-là. On a un intérêt pour la marque croissant, une croissance de CA qui est beaucoup plus lente que cette hausse de trafic, des best-sellers qui sont en rupture et une nécessité de retenir ces nouveaux clients qu'on arrive à capter. Et l'idée, elle est assez simple, c'est de se dire le stock n'est pas au bon endroit, pas au bon moment, on va essayer de se défaire de ces contraintes-là et mutualiser tous nos stocks pour les mettre en face de l'intention d'achat. Mon DG, à cette époque-là, il m'a pris un peu pour un fou, puisque ça sous-entend techniquement d'unifier ses stocks. Ça sous-entend aussi que lorsqu'une commande web va tomber, elle risque de tomber dans un magasin, former des magasins, revoir leur métier d'aujourd'hui, à savoir qu'un métier de vendeur, ce n'est pas un métier de préparateur et d'expéditeur de commandes. Mais on s'est dit, on y va. On est sur un mode plutôt agile, plutôt on essaye, on voit ce que ça donne et on verra ensuite pour optimiser nos process. Et donc, je complète, excusez-moi, ça c'est des chiffres qui sont super importants mais que vous connaissez forcément et qui proviennent d'études que tout le monde connaît. 79% des consommateurs changent d'enseigne lorsqu'ils sont confrontés à la rupture plutôt que de se reporter vers un autre article. 65% abandonnent leur panier si l'un des articles qu'ils souhaitent n'est pas disponible et 73% considèrent que l'indisponibilité produit est leur principale frustration. On est parti donc de ce principe tout simple que je vous évoque. Aujourd'hui, on a un client qu'on arrive à capter, on arrive à le faire venir sur notre site. Potentiellement, on l'intéresse avec nos articles, il les met en panier. On peut plus se permettre de lui afficher une rupture si l'article existe quelque part. Et il se trouve souvent dans nos magasins. Quand je vous dis souvent, c'est parce que vous le verrez après. Une fois qu'on a branché l'unification des stocks, on s'est retrouvé à expédier 60% de nos commandes Internet par nos magasins. Ce qui est énorme et on ne s'y attendait pas. Et donc du coup, le client met un article en panier. Peu importe où il se trouve, on va le trouver. Si ce n'est pas dans l'entrepôt web, ce sera dans nos magasins. Pour lui, c'est un parcours sans couture, il n'y voit aucune différence. Il valide son paiement, le magasin est notifié, il prépare l'article. Si jamais il est en train de vendre cet article, il refuse la commande. Elle est automatiquement réaffectée à un magasin qui dispose de l'article. Le magasin prépare sa commande. On a réussi à négocier des partenariats avec des transporteurs qui ramassent quotidiennement nos articles et l'article est acheminé chez le client. Le principe est assez simple, mais il a fallu y venir. Les opérations en magasin, comme je vous le disais, c'est très simple. En fait, le vendeur accède à une plateforme de préparation de ses commandes. Il imprime son étiquette par de l'API classique, il prépare, il stocke et le ramasseur passe quotidiennement. Les effets immédiats post-Go Live, ils sont assez impressionnants. C'est vrai qu'on en parle depuis 2016 du coup, puisqu'on a été assez précurseur sur ces sujets-là. Il y a beaucoup d'enseignes qui viennent qu'en 2018 et qui sont plutôt matures sur le digital. On est en retard sur pas mal de choses, mais sur ça, on a eu la chance d'y venir assez vite. Forcément, on a mis en ligne ce projet en fin de saison. On a été un peu fou sur le coup. On a mis ça en ligne en juin. Fin mai, pardon, un peu avant les soldes. Forcément, à une période de la saison où notre entrepôt web est plutôt vide de ses produits et des magasins qui souffrent de taux de sortie assez faibles. Et donc, du coup, on a fait
explosé le volume d'articles en ligne et les chiffres ont explosé instantanément. Donc du coup, on doublait notre chiffre sur historique chaque mois. Et par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'est retrouvé avec des magasins qui étaient face à des volumes de commandes à préparer et à expédier assez importants. Et donc le challenge a été plutôt organisationnel et humain. Mais surtout, c'est la directrice France, réseau, qui est devenue ma meilleure amie du coup, puisque c'est venu impacter directement ses retours de fin de saison, puisqu'on a aussi vidé nos magasins de leur stock. Donc pour nous, l'année 2016, c'est l'année du Shift from Store. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de test and learn, beaucoup de difficultés humaines, d'autant plus qu'on en parlait ce midi, nos magasins, les transactions e-commerce qui ouvraient des expéditions magasins ne tombent pas dans le PNL du magasin. Ça tombe sur le e-commerce, donc ça a été d'autant plus compliqué, mais on a décidé que techniquement c'était trop complexe à mettre en place, la rétrocession de chiffres par magasin. Mais par contre on a su les animer ensuite avec le projet dont je vais vous parler maintenant, à savoir renverser la lutte contre la rupture en ligne dans nos magasins, essayer de lutter contre la rupture offline. Et donc c'est pour ça qu'en 2017 on s'est attaqué au vis-à-vis de ce projet-là, One Stock, rupture online. Et on a décidé de déployer dans nos magasins des tablettes dans lesquelles on va trouver le stock unifié de tout le réseau de la marque pour essayer d'éradiquer complètement le fameux discours « excusez-moi, cette taille, on ne l'a pas ici, on va vous la commander, on va la faire venir dans notre magasin, vous allez rentrer chez vous et je vais vous rappeler quand le produit va revenir et vous reviendrez, vous allez payer ». Ça, on a estimé que dans le parcours client en 2018, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, quand on a un client qui veut l'instantanéité, qui veut tout de suite. Et donc, on s'est lancé dans ce projet-là, la tablette vendeur. Ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que on est parti d'une question assez simple pour nos magasins, à savoir, est-ce que vous êtes exposé à la rupture au quotidien ? Bien sûr, on a un réseau avec beaucoup de disparités. On a de très grands magasins, des petits magasins, des magasins très chargés qui jouent toute la collection, d'autres qui font des choix. Et donc, la plupart de nos magasins, parce qu'habitués à reporter le client... Pardon, à reporter le client... Ah oui, c'est différent. Vous m'entendiez pas avant ? Ah, d'accord, ok. Ah oui, ça marche mieux comme ça. Donc du coup, on avait des équipes magasins qui n'étaient pas capables d'identifier l'impact de la rupture sur leur quotidien. C'est-à-dire qu'on demandait aux magasins d'Opéra, par exemple, à Paris, comment vous vivez la rupture au quotidien ? Ah non, nous, on est des champions, on ne souffre pas de la rupture. Et derrière, ce qu'il faut lire, enfin en tout cas ce qu'il faut comprendre, c'est j'ai un client qui veut absolument une pièce, telle couleur, telle taille. Si je n'ai pas la pièce, je vais naturellement le reporter vers une autre couleur, une autre taille. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite offrir aux clients qui rentrent dans notre magasin, et parce qu'on sait que le faire venir en magasin en 2018, quand on est retailer, c'est compliqué, c'est lui proposer ce qu'il est venu chercher. Dans la plupart des cas, bien sûr, le stock existe quelque part. Il y a forcément au moins une pièce qui se trouve quelque part, sauf si on est post-VP ou début de solde en fin de saison, mais en tout cas tout le reste de la saison, on peut être sûr qu'avec 75 magasins ou un entrepôt assez fort, on a la pièce. Donc ça c'est important. Mettre le bon stock en face de l'envie d'acheter, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'urgence de mettre en place, quand on est une marque exposée à l'intensité concurrentielle de la mode masculine, mettre en place un parcours fluide pour le client, un parcours omnicanal, et la nécessité d'exploiter le vrai potentiel de nos magasins, puisque aujourd'hui, la rupture, c'est le fléau qui fait qu'aujourd'hui, on va capter, on va essayer de générer un trafic en magasin qu'on ne transformera pas forcément dans son entièreté. Et ça, c'est ce qui nous frustrait le plus. Et donc, du coup, on est rentré dans cette approche omnicanal, dans cette approche 360, avec un stock unique, quel que soit le canal, où que se trouve le client. Si la pièce existe quelque part, on va la mettre en face de l'intention d'achat. Et donc on s'est rapproché d'un petit prestat qui est génial, qui nous ressemble un petit peu, un prestat à taille humaine, qui s'appelle Octipass et que certains connaissent peut-être, qui nous a accompagnés sur ce projet-là. Et donc du coup, on est parti sur un iPod
qui lui est attaché à une coque et qui le relie à un TPE, puisque ça c'était un point super important pour nous. Il y a la possibilité pour un retailer d'accueillir son client, de créer son panier sur le device et de l'accompagner en caisse pour payer. Et ça nous semblait encore trop loin de la fluidité du parcours dont je vous parlais tout à l'heure. Il fallait absolument encaisser le client en mobilité. Et donc du coup, on a un TPE Verifone à l'arrière de l'iPod et de l'encaissement mobile qu'on a travaillé avec Adyen. Et donc du coup, des résultats assez impressionnants aussi pour des magasins qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là pour le coup les transactions tombent chez eux. Là forcément on les a vite embarqués dans le projet, c'était beaucoup moins compliqué humainement, bizarrement. Et donc du coup on a dès le premier mois des magasins qui sont allés chercher 10, 12% de chiffre d'affaires additionnel. Forcément les magasins qui sont le plus exposés à la rupture ou les plus petits magasins et ceux qu'on a réussi le plus à embarquer, puisqu'il a fallu donner le réflexe d'être constamment accompagné du device, constamment accompagner le discours client avec la tablette et aller chercher et exploiter toutes les fonctionnalités de la tablette. Et ça nous a aussi permis de qualifier davantage nos clients, d'enrichir notre collecte de données clients, puisque quand on se sert de la tablette pour transformer une vente, on est forcément obligé de collecter un certain nombre de données pour permettre au client de se faire livrer chez lui, parce que c'est le gros plus de ces tablettes. Je rentre, je veux une pièce, elle ne se trouve pas dans votre magasin, ça ne pose pas de problème, vous inquiétez pas, je crée le panier virtuel sur ma tablette, j'encaisse directement le client et vous serez livré chez vous demain ou en magasin, et vous n'avez pas à vous encombrer des poches. On est obligé forcément d'avoir son numéro de téléphone, son mail, mais dans la fluidité du parcours. Et ça, ça a un réel intérêt pour nous aujourd'hui, pour le client et pour notre business. Et donc du coup, aujourd'hui, on peut se dire que même si ça a ouvert le champ des possibles et qu'on n'en est qu'à une phase embryonnaire de l'omnicanal, on a essayé de mettre en place sur l'online et sur l'offline des outils pour tenter d'éradiquer en tout cas la rupture, tenter d'éradiquer ce fameux discours non, on est désolé, on n'a pas la pièce, mais vous vouliez du rose, là il y a du fuchsia, vous vouliez du vert, mais attendez, cette couleur s'en rapproche. Et donc on a essayé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par la fluidité du parcours client, d'éradiquer la rupture et de mettre en face de chaque intention d'achat le bon stock. J'ai essayé de faire très vite parce que 30 minutes ça passe très vite et parce que l'intérêt c'est de se réserver un peu de temps sur des questions. Pour avoir vu la liste des inscrits, il y a pas mal de e-commerçants, je crois. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a quelqu'un qui passait le micro qui a disparu. Mais c'est pas grave. Merci. Bonjour, donc je me posais la question. Ouais, je me posais la question si une personne commande sur un site plusieurs articles et que vous n'avez pas de chance, il y en a un dans le dépôt et un dans un magasin et un dans un autre, vous faites 3 colis? Alors ça c'est notre plus gros souci, c'est le souci principal, un souci que la marque doit assumer. Aujourd'hui en effet il y a des commandes éclatées, c'est-à-dire que ça nous arrive de livrer 5 articles parce qu'en fin de saison ils vont tous se trouver dans des magasins différents et en effet on prend le choix d'assumer 5 fois le frais de port parce que la satisfaction client est plus importante pour nous que d'afficher à un client un refus ou alors un stock inexistant. Et on peut aussi se le permettre parce qu'on reste une marque premium avec un panier moyen à 160 € et un prix d'article moyen à 80 €. Un acteur mass market, c'est plus compliqué, je pense. Mais très bonne question, c'est notre premier souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Moi, je voudrais savoir combien de temps vous a pris de mutualiser la base online et offline. Alors là, on rentre dans du technique, mais ça a été très simple. On a déposé les 2 fichiers de stock correspondants, on et off. On les a agrégés dans notre plateforme e-commerce. On passe par du fichier plat classique. C'est notre plateforme e-commerce qui fait l'agrégation et on est sur des crons assez réguliers qui nous vont bien. Mais ça s'est fait très rapidement. Et le partenaire avec qui on a travaillé, OneStock, nous a aidé très rapidement. En gros, entre le on y va et le go live, il y a eu un mois à peu près.
avec une phase pilote très très courte. Parce qu'on est une marque et parce que c'est ma façon de faire, d'autres y verront quelque chose de très négatif. Moi, je préfère me lancer un peu tête baissée. On y va, on fait du business et on verra ce que ça donne. Pour vous donner une idée, j'ai imprimé, je crois, 2000 étiquettes de transport moi-même le premier mois, puisque c'est moi qui l'ai fait au début. On passait par un truc complètement old school, où j'étais moi-même notifié des commandes, j'imprimais moi-même, j'envoyais au magasin, les magasins préparaient les colis, imprimaient les étiquettes. Mais ça a permis de jauger, de prendre la température du potentiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Juste une rapide question. Du coup, ça vous a permis de supprimer complètement la warehouse du web ou pas? Pardon? Ça vous a permis de supprimer complètement le stock web? Non, ou vous avez non parce qu'on en parlait aussi, ça c'est une question importante, ça nous a surtout obligés à repenser nos achats web, puisque certes c'est génial, on transforme en tout cas beaucoup d'intentions d'achat, mais il y a quand même 60% des commandes qui se sont retrouvées à être expédiées par les magasins, et donc des magasins qui se sont vus nous détester à ce moment-là, puisque eux passaient leurs commandes, en tout cas le responsable du magasin avait pour rôle de piloter ses achats au plus proche de sa zone et de son marché. Et donc si on vient vider son stock, c'est délicat. Et aujourd'hui, on se retrouve plutôt à du 80-20, enfin 80-20 en fin de saison et 90-10 sur tout le reste de la saison. Les magasins sont vraiment des supports au business plutôt que des pourvoyeurs de stock. Donc non, on a repensé nos achats. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, la mutualisation des stocks, ce n'est possible que dans votre réseau de boutiques en propre, mais pas avec des revendeurs. Ouais. Exactement. Là, on travaille sur l'extension de ce projet à nos franchisés. Le problème, c'est qu'on est sur un système assez particulier qui fait qu'on n'a pas accès à leur stock. Et donc, on est en train de discuter sur la possibilité de simplement mettre en place des flux de stock exclusivement. Et grâce à ces chiffres-là et à ces retours d'expérience, ils y voient un intérêt indéniable. Donc, ils sont plus ouverts à la discussion. Et ce sera aussi avec One Stock, du coup? Oui, bien sûr. Oui. Ce qui est plus compliqué sur la tablette, puisqu'on veut déployer les tablettes, mais ils n'ont pas tous le même logiciel de caisse et ça, c'est compliqué. Quel parcours? Je pense que ça ne va pas être évident, commencer par e-commerce et puis un peu au fil du temps imposer que les magasins partagent le stock avec le site. Non, en interne, ça doit être difficile. Ah oui, ça a été, comme je vous l'ai dit, la partie humaine, ça a été la plus complexe à gérer, puisque historiquement, le e-commerce est vraiment considéré comme le premier concurrent des magasins. Et on peut y adhérer ou non. Les magasins ont tendance à voir cet aspect-là, mais bizarrement, ils sont assez aveugles aux clients que le e-commerce leur envoie. Ça, ils ne s'en rendent pas compte. Même quand un client vient avec son téléphone montrer l'article qu'il veut. Et je comprends cette perception-là, mais en fait, on a fait un énorme travail avec la directrice France pour justement faire comprendre à certaines équipes le paysage du retail aujourd'hui, la nécessité d'avoir un parcours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans couture, un vrai parcours omnicanal et de faire des rapprochements avec leur propre parcours d'achat à eux et surtout les conséquences de la rupture. Et ils l'ont vite compris et aujourd'hui ça se passe très bien. Si j'ai bien compris, au début vous étiez seul et après vous avez dû embaucher un peu les gens, constituer une équipe justement pour adresser toutes les problématiques. Alors, nous on a fait appel à un prestat. Ah d'accord. Donc aujourd'hui l'équipe c'est quoi? L'équipe e-commerce à l'intérieur de... L'équipe digitale chez Serge Blanco, c'est 8 personnes. Merci beaucoup Ibrahim, on va devoir s'arrêter là. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Merci.